Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission consacrée à la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Face à un virus tueur et invisible qui circule de façon intense, il n'y a pas de temps à perdre. Un peu partout dans le monde, des essais sont en cours, des schémas thérapeutiques sont mis en place pour le traitement du coronavirus. Mais comment soigne-t-on les malades du Covid-19? Quels sont les enjeux et les défis de l'heure? Qu'est-ce qui serait la cause de la mortalité élevée en République démocratique du Congo? On en parle dans cette émission avec le docteur Pascal Chamala, médecin à la clinique Ngaliema, mais aussi à la clinique Astrid, juste après cette transition. À la clinique Ngaliema, un des hôpitaux sélectionnés pour la prise en charge des malades du Covid-19, le personnel reste mobilisé. Chaque matin, une réunion de coordination se tient pour faire le point de la situation des malades. Les médecins et infirmiers qui ont fait la garde rendent compte. La situation de chaque malade est analysée avant le tour de salle. Ici, l'organisation semble parfaite sous la supervision d'un membre de la commission prise en charge de la riposte qui travaille en collaboration directe avec le médecin traitant. Je passe ici chaque jour pour avoir toutes les données de malades et moi-même, je descends, je vois le malade pour voir leurs états, l'air de doléance, les difficultés, certaines difficultés s'il y en a. Et il me dit ici, il faut peut-être changer les traitements, comme je suis de la prise en charge, on peut voir comment est-ce qu'on peut changer les traitements en accord avec le médecin de Ngaliema qui travaille ici. Les patients sont classés selon leur situation pour le traitement. Avec une capacité de 30 lits, l'hôpital procède d'abord par le tri avant de conduire les malades dans les pavillons préparés pour le Covid-19. Les patients ne sont pas mélangés. Nous faisons de telle sorte que tous les suspects, quand ils arrivent, chacun occupe sa chambre. C'est dès que nous avons la confirmation, nous savons maintenant faire passer les patients qui étaient suspects, qui est devenu positif, dans la partie occupée par le Covid-19 et les suspects qui reviennent négatifs, nous les sortons du pavillon. Alors la prise en charge, elle est codifiée. Elle est faite de telle sorte que nous avons une équipe, aussi bien de médecins, des infirmiers, des psychologues, pratiquement toutes les personnes qui sont autour de nous, qui concourent pour le traitement de ces patients. Occasion pour le médecin directeur de faire la sensibilisation. Le docteur Congo appelle la population à vite se rendre à l'hôpital en cas de suspicion, car plus on arrive à temps, mieux on est pris en charge. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas une maladie honteuse. Et ça, c'est très important parce que nombreux refusent de venir à l'hôpital. Ils pensent que non, il est stigmatisé. Non, tout le monde peut l'attraper dans sa maison, dans le taxi, en route, au marché, et puis, partout. La clinique Ngaliema rappelle tout de même qu'elle est la première institution hospitalière à avoir détecté le premier cas de Covid en République démocratique du Congo et que ses équipes s'améliorent tous les jours pour une bonne prise en charge des patients. Sur ce plateau, le docteur Pascal Chamala, médecin aux cliniques Ngaliema, mais aussi à la clinique Astrid. Bienvenue, docteur. Merci, madame. Vous êtes expert en médecine interne. Avec vous, docteur, nous allons parler de la situation de l'heure, du Covid-19, cette maladie qui sévit dans le monde, mais aussi en République démocratique du Congo. On sent que l'homme est dépassé, les professionnels de santé sont dépassés, les personnels soignants aussi sont dépassés. Docteur, quelle est la situation aujourd'hui en République démocratique du Congo, dans les hôpitaux? Doit-on dire que vous, les médecins, vous êtes dépassés face à cette situation? On a toujours été dépassés, madame. Mais pour le coronavirus, nous attendons, comme on dit, nous attendons malheureusement, nous ne pouvons que faire ça. Mais nous pensons que si ça arrivait comme ça se passe en Europe, on sera très, très vite dépassé. Mais parlons de la situation actuelle. Est-ce que vous, selon vos estimations, selon votre évaluation personnelle, vous pensez qu'elle est stable, elle est inquiétante, ou bien vous avez les choses en main? Mais bon, nous n'avons pas l'impression que c'est stable parce que chaque jour, on nous dit que les cas augmentent. Les cas augmentent, donc nous ne savons pas dire que... Nous ne pouvons pas dire que c'est stable. Stable, ce serait qu'il n'y a pas d'autres cas qui viennent chaque jour. Mais ici, dans les statistiques qu'on nous donne, chaque jour, il y a des nouveaux cas. Et donc,
nous devons nous attendre à ce que on se retrouve devant une situation beaucoup plus grave que maintenant. Des nouveaux cas qui sont enregistrés chaque jour et un taux de mortalité qui est quand même élevé en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui justifie cela? Ben, le taux de mortalité qui serait élevé au Congo, je dirais non, parce que nous avons d'autres maladies au Congo qui ont des taux beaucoup plus élevés que ça. Alors, je ne pense pas qu'au Congo, on a un taux, on verra peut-être avec les statistiques qui vont sortir, mais le taux de mortalité n'est pas plus élevé que ce que nous avons, que nous connaissons ici actuellement dans notre pays, par exemple par rapport au paludisme, par rapport aux hépatites, par rapport à Ebola, etc. Mais il faudra pour ça qu'on voit un peu les statistiques qu'on va nous sortir par rapport au Covid. Vous êtes clinicien, vous êtes au Kilingaliema, je le disais au début de cette émission, docteur. Comment se fait la prise en charge dans les hôpitaux? Quel est le circuit médical qui est fait dans les hôpitaux, ciblés surtout pour lutter contre cette pandémie? La prise en charge est faite de la façon suivante. Nous, à la clinique Ngaliema, nous sommes un hôpital de référence secondaire. C'est-à-dire qu'avant que le malade ne soit hospitalisé chez nous, où nous disposons d'une trentaine de lits pour ce genre de choses, il va passer par un centre de tri qui se trouve être à Vidjana. Et donc, certaines zones de la capitale sont regroupées autour de deux centres. Un centre de triage et puis un centre de prise en charge. Et donc, pour nous, en Ngaliema, nous sommes un centre de prise en charge. Il y a une équipe spécialement mise en place pour cette riposte. Et lorsqu'ils reçoivent les cas qui viennent de Vidjana, ce sont des cas confirmés. Et là, suivant ce qu'ils présentent comme complications, ils sont soit en observation, soit en traitement symptomatique, et probablement il y a un traitement comme les traitements qu'on utilise partout ailleurs, et en stade ultime, probablement qu'il y a malheureusement peu de respirateurs. Et heureusement, il n'y a pas encore beaucoup de candidats pour les respirateurs. Il n'y a pas encore beaucoup de candidats. Il faudrait justement passer toutes ces étapes avant d'arriver à cette dernière étape qui est quand même un peu critique et qui fait peur. Mais docteur, j'aimerais revenir sur la prise en charge, le traitement utilisé. On dit que la cellule de riposte a mis en place un schéma thérapeutique pour les patients souffrant de Covid-19 ici en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut savoir de quoi s'agit-il exactement ? Je ne voudrais pas le dire pour ne pas donner aux apprentis sorciers de faire la même chose, mais ce dont je suis sûr, c'est que les équipes, parce qu'il y en a plusieurs, de riposte ont un schéma. Suivant que vous êtes au premier niveau ou au deuxième niveau, il y a un schéma, un protocole, si je veux dire, qui a été mis en place pour la prise en charge des personnes qui se trouvent soit au premier niveau, soit au deuxième niveau de référence. Mais quel est ce premier niveau? Comment savoir que tel malade est au premier niveau et tel autre au deuxième niveau? Qu'est-ce qui est fait justement lorsqu'un patient arrive dans un hôpital pour une prise en charge? En fait, ça se passe comme ça. Il y a le niveau basique, c'est la communauté. La communauté est soumise à ce qu'on appelle la sensibilisation. On la sensibilise à la maladie, mais bon, jusque maintenant, on n'a pas beaucoup réussi parce que beaucoup de gens n'y croient pas. Et les gens sensibilisés vont retrouver en eux, par exemple, à un certain moment, des signes. Ils vont retrouver des signes qui ont été, etc. Alors, ces gens ont à leur disposition un numéro de téléphone. Ils téléphonent donc à ces numéros-là, les numéros verts, comme on dit partout. Ces numéros-là, il y a des experts qui sont commis à aller faire non seulement confirmer des cas comme cas suspects, mais aussi de faire des prélèvements pour pouvoir aller les examiner. Et donc, ils viennent à domicile. Donc, c'est inutile de quitter chez soi pour aller à l'INRB, par exemple. Ils viennent à domicile, ils font des tests et ils font des prélèvements. Alors, si vous êtes suspect et qu'on pense que vous pouvez être positif, il y a deux attitudes. Ou bien on vous confine chez vous en attendant les résultats, ou bien on vous envoie
une fois que vous avez beaucoup plus de signes, on va vous envoyer dans un centre intermédiaire, c'est-à-dire on va vous isoler. Ici, on va vous isoler. Et là, vous allez attendre que le diagnostic soit fait. Une fois que le diagnostic est confirmé, malheureusement, il prend beaucoup de temps, parce que c'est la personne qui a ça, un jour c'est déjà trop, il est stressé, etc. Enfin bon, on n'a pas moyen de faire autrement. Et donc, une fois que c'est positif, vous quittez ces centres d'isolement. Par exemple, ici chez nous, Galiem et compagnie, c'est Vijana. Vous quittez Vijana, vous allez maintenant être interné à la clinique Galiema, où il y a un pavillon spécial pour les gens qui sont corona positifs. Et là-dedans, on va vous appliquer les protocoles dont j'ai parlé tout à l'heure, suivant que vous avez tel signe. Il y a un protocole qui est déjà connu. Il y a un certaines protocole. Personnes parlent de la chloroquine et de l'azithromycine. Bon, je suis aussi au courant de ça, mais j'aimerais éviter de le dire. Pourquoi? Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que tout le monde est devenu médecin, tout le monde se précipite sur la chloroquine et on trouve que tout le monde est devenu fabricant de chloroquine et il existe sur notre marché des nivaquines qui n'ont des nivaquines que le nom et qui peuvent aussi être des poisons. Et donc, je déconseille l'automédication. Exactement. Quand vous avez des signes, passez dans ces circuits-là. C'est mieux de le savoir et de se faire bien prendre en charge que de se faire traiter soi-même. Mais justement, docteur, l'automédication est à proscrire, mais on parle de la chloroquine, d'autant plus que les essais continuent encore dans les bureaux, plutôt dans les laboratoires. Les essais continuent. Jusque-là, aucune étude n'a été prouvée sur l'effet de la chloroquine. Est-ce que sur les patients congolais, ici, chez nous, il y a déjà des effets palpables? Mais je ne sais pas parce que je ne suis pas dans un groupe d'études qui ferait ça, mais je sais que dans le monde, à gauche, à droite, aux États-Unis par exemple, on a utilisé ça à grande échelle et en France, après avoir refusé, ils ont commencé à utiliser ça. Mais les réserves que les uns et les autres ont eues sur l'utilisation libre, si je peux dire, de la chloroquine, de l'azithromycine, je pense que cette réserve est due aux effets secondaires des médicaments. C'est vrai que ce sont des médicaments dont certaines études, même des études chinoises, ont montré qu'ils avaient un effet non seulement de prévention, mais aussi de curatif in vivo. Plutôt in vitro, c'est-à-dire au laboratoire. Il y a quelques cas, comme c'est que le professeur marseillais avait dit, qu'il a essayé ça chez les gens, que ça marchait. Professeur Raoul. Professeur Raoul. Et donc, je pense que ça a des effets, mais de plus en plus, c'est introduit dans des protocoles à travers le monde. C'est probablement parce qu'à un certain moment, on a vu que ça avait des effets. Rappelez-vous, peut-être que vous n'étiez pas encore né, au moment où le sida est sorti, on avait trouvé le médicament l'AZT. L'AZT n'est pas allé jusqu'au fond de son expérimentation. On a vu qu'il avait des effets positifs. Il y avait de plus en plus de cas. Le monde était inquiet. Ils ont carrément décidé d'admettre, de commencer à traiter les gens avec l'AZT. Alors, depuis lors, on n'a plus seulement la monothérapie. Depuis lors, il y a tétrathérapie, quadri, 5 médicaments ensemble. Mais c'est pour vous dire qu'en face des urgences comme celles que nous avons maintenant, les chercheurs ont cherché à voir dans les molécules que nous avons, quelle est la molécule qui peut aider à stopper le coronavirus, et on a trouvé que la chloroquine, un antipaludéen, pouvait aussi être actif sur le virus. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer. Mais justement, face à cette montée de l'utilisation de la chloroquine, aujourd'hui, certaines personnes, lorsqu'ils pressentent des signes, préfèrent directement prendre la quinine, un autre antipaludéen, au lieu d'aller vite à l'hôpital.
C'est dommage. C'est dommage parce que ces médicaments ne sont pas sans effet secondaire. Vous comprenez, si la nivaquine telle qu'elle a été, la quinine telle qu'elle a été dosée et bien pour le paludisme, combien faut-il prendre pour qu'elle soit efficace sur le coronavirus? Et donc, soit vous prenez un comprimé et ce n'est pas efficace, soit vous en prenez 10 et c'est toxique. On dit que la cure est de 20 comprimés ici. Mais ça a été essayé où? Qui est-ce qui a indiqué ça? Quelle est l'ordonnance médicale qui donne ce genre de posologie? Et donc, il faut vraiment se fier à votre médecin. Et encore, ce n'est pas tous les médecins. Il y a des médecins qui sont des cliniciens qui ont des protocoles qu'il faut suivre. Docteur, parlons de la prise en charge des malades du coronavirus ici chez nous, à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on doit dire qu'à ce niveau-là, l'équipe ou les médecins, les personnels soignants n'ont peu de problèmes? Tout est OK pour la prise en charge, pour prendre correctement en charge nos malades? Non, dire qu'ils n'ont plus de problèmes, ça c'est vraiment ne pas pouvoir bien comprendre les choses. Ils ont toujours les problèmes. Les médecins, ou plutôt les professionnels des soins, sont en même temps victimes et vecteurs. Exactement. Voilà. Et donc, victimes parce qu'ils ne sont pas assez protégés pour se protéger contre la maladie. Ils vont les mains nues. Or, le virus, lui, il ne choisit pas que tu sois, je sais pas, professionnel ou pas. Dès que tu as enfreint aux règles d'hygiène, lui, il profite, il entre dans toi. Et si toi, personnel soignant, tu n'as pas une certaine protection, ça va créer la maladie en toi. Et je me rappelle à l'époque d'Ebola, nous avions aussi fait une quarantaine à la clinique Ngaliema, au pavillon qui était appelé le pavillon 5. Eh bien, nous avons mis ce pavillon en quarantaine et parce qu'elle était en quarantaine, nous avons perdu une de nos infirmières qui est morte au front parce que, bon, sans doute qu'elle n'a pas bien respecté les règles, mais possible, sans doute parce qu'on était au début et qu'elle n'avait pas été suffisamment protégée. Mais est-ce que jusque-là, on a déjà des cas, des professionnels soignants qui ont été contaminés du Covid? Peut-être, certainement, il doit y en avoir en Europe, etc. Mais chez nous, ici, je n'ai pas connaissance. Hein. Tous ont subi la quarantaine lorsqu'ils étaient en contact avec les cas que nous avons, qu'on a décrits, mais je n'ai pas encore entendu parler des décès parmi les professionnels de santé. En République démocratique du Congo, il y a toujours des lacunes au niveau de notre système sanitaire, c'est connu, ce n'est pas quelque chose qu'on va aujourd'hui évoquer parce qu'on parle de Covid, mais ce sont des problèmes qui sont connus dans tous les hôpitaux, un problème de lits, de manque de lits de réanimation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait sortir de cette crise aussi facilement avec des actions mises en place? Je pense que le prof Muyembe a déjà dit ça, hein, parce que lui, il a eu à faire des luttes beaucoup plus lourdes que ça. Et donc, notre système tel qu'il est, et ça, il a dit ça dès le départ, ne pourrait pas tenir le coup face à cette agression du coronavirus. Et voilà, il va se poser un problème de prise en charge. Est-ce que nous allons tous mourir ou bien est-ce que nous devons tous nous défendre? Et je crois que nous n'allons pas tous mourir parce que devant un danger beaucoup plus grand, on a vu le professeur Muyembe arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. Et donc, je suis certain qu'avec une telle expérience, nous allons pouvoir vaincre le corona, mais si nous comptons seulement sur notre système de santé et surtout sur la façon dont il est traité actuellement, les choses ne vont pas avancer. Et donc, le gouvernement doit vraiment mettre tout son paquet à améliorer. Nous avons, madame, un système de santé qui est parmi les meilleurs du monde. Les gens vont rire quand ils entendent ce que j'ai dit, mais pourtant c'est vrai. Comment est-il composé? Nous avons la base, la communauté. Dans la communauté, il y a des gens qu'on appelle des relais communautaires. Ces gens-là
ont l'expertise. Ils savent aller d'avenue en avenue, de maison en maison. Donc, atteindre les couches, toutes les couches de la population pour sensibiliser. Et lorsque les gens sont sensibilisés, ils peuvent, lorsqu'ils reconnaissent qu'ils ont tel ou tel symptôme, téléphoner au centre de santé. Ça, c'est le deuxième. À ce niveau-là, on peut faire les dépistages. On peut faire les dépistages et avoir, par exemple, des ambulances laboratoires qui viendraient récolter les échantillons dans toutes les zones, dans les 35 zones de santé de Kinshasa, par exemple, dans chaque centre de santé qui aurait des échantillons. L'isolement, les gens vont être isolés soit chez eux, soit au niveau de l'hôpital général des références. Vous voyez, on monte. Alors, l'hôpital général des références va recevoir les résultats. Monsieur, madame, vous êtes négatif, vous allez rentrer dans votre communauté. Vous êtes positif, on va vous prendre en charge. Mais c'est justement à ce niveau-là que le problème se pose, au niveau de la prise en charge. Je vous ai dit qu'au niveau de la prise en charge, maintenant, Vijana a des protocoles. Ngaliema, comme centre de référence, a des protocoles. Et donc, je suis sûr que si on valorise les zones de santé, nous allons gagner cette bataille. Docteur Tchamala, pour le cas Bénin, je crois que jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais parlons de cas graves. Le médecin directeur de la clinique Ngaliema a épinglé lors d'une de ses sorties médiatiques que l'hôpital ne dispose que d'un seul respirateur. Imaginez que que l'hôpital enregistre des cas graves. Que va-t-il se passer? Vous allez laisser les patients mourir? Eh bien, je pense que le médecin directeur a eu raison de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on lui confie la mission de traiter les cas graves. Dans les cas graves, il y a ces cas d'insuffisance respiratoire aiguë. Et les cas d'insuffisance respiratoire aiguë, tu ne peux pas les traiter sans respirateur, d'une part. D'autre part, quand on voit ce qui se passe ailleurs, il n'y a pas seulement un cas par un cas. Ils arrivent par dizaines, par quinzaines, par vingtaines. Alors, vous ne me donnez pas des respirateurs. Vous dites à la population, allez en Ngaliema en cas de... Il y a un problème là, madame. C'est ce qui se passe maintenant. On nous dit de soigner des gens, mais on ne nous donne pas ce qu'il faut pour soigner les gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tout le monde va à l'extérieur. Et quand ils vont à l'extérieur, ils trouvent qui? Des médecins congolais. Et c'est les mêmes qui les prennent en charge dans un contexte beaucoup plus amélioré. Et ces gens reviennent guéris. Et donc, c'est dire, le médecin directeur a tout à fait raison de dire qu'il n'a qu'un respirateur. Moi, j'ai 30 lits qui sont supposés être des 30 lits de grande réanimation avec un seul chose. Je serai obligé de choisir qui va être branché et qui va ne pas être branché. Donc, il a lancé un cri d'alarme. J'accepte ma mission, mais faites en sorte que j'ai l'outil qui peut me permettre de bien remplir ma mission. Mais justement, lorsqu'un malade arrive, docteur, pour qu'il puisse arriver à un stade inquiétant, est-ce que c'est aussi rapide? Parce qu'on entend dire que certains malades ne font que 2 jours, 3 jours à l'hôpital et meurent. Est-ce que ça va aussi vite? Non. Le cas, avant d'arriver, il y a tout un tas d'étapes que le virus doit vaincre. Et ces cas-là, par exemple, c'est l'incubation, le temps d'incubation. Il se passe 4 à 7 jours au moment où vous avez été en contact avec le virus pour qu'il se manifeste, non, même pas qu'il se manifeste dans le sang, mais pour qu'il commence à faire ses dégâts, fièvre, syndrome grippal, faiblesse, etc. Il prévient. Il prévient. Et puis, après cela, lorsque votre système immunitaire est assez robuste, vous allez aller dans les 80%, ça c'est en Europe. Ici, chez nous, j'ai vu que c'était plus ou moins 65% qui guérissaient d'une façon spontanée. Et donc, il y a un temps, la maladie, le Covid, ne va pas tomber sur vous comme ça directement. Si vous avez entendu parler des cas comme cela, c'est les cas des gens qui se sont dit « bon, ce n'est qu'une grippe, ce n'est rien, etc. » qui ont négligé, qui sont venus trop tôt, plutôt trop tard, pour qu'on fasse le diagnostic. Mais en général, c'est des gens qui, s'ils sont pris
à temps, en charge à temps, et que leurs maladies sous-jacentes sont aussi prises en charge, parce qu'on commence à croire que d'autres maladies ont disparu, il n'y a que le coronavirus. Non, le coronavirus habite chez un homme qui peut avoir d'autres pathologies qui vont être le prétexte de boostage, si je peux dire. On parle des personnes vulnérables. Les personnes vulnérables. Ceux qui souffrent de maladies respiratoires, des maladies cardiaques, de l'obésité. Les cancers, l'obésité, le diabète, et tout ça, ce sont des maladies qui diminuent notre capacité de résister aux maladies et qui vont permettre au Covid de marcher comme dans un boulevard. Regarde, où il n'y a pas de saute-mouton. Mais au niveau de la clinique Galliema, quels sont les circuits? Le malade est-il reçu aux urgences avant d'être mis dans une chambre préparée? Quel est le circuit qui est fait? Le circuit qui est fait, c'est que le malade qui quitte Vidjana vient avec un billet d'envoi. Et lorsqu'il vient avec un billet d'envoi, il est reçu dans un circuit propre aux malades positifs par une équipe qui va le recevoir. Et suivant qu'il a déjà le diagnostic confirmé ou pas, il va être dans un quartier. Quand le diagnostic n'est pas encore confirmé, il est dans une partie du pavillon et quand il est confirmé, il va passer dans l'autre partie. Alors, dans la première partie où il attend d'être confirmé, ce malade a peut-être le diabète, a peut-être l'hypertension, a peut-être ceci ou cela. On doit traiter ces maladies-là. Plus ce que j'appelle un syndrome grippal, c'est-à-dire il ressent des courbatures, il sent, etc. Et là, on a un traitement symptomatique et même curatif pour les maladies sous-jacentes. Alors, une fois que c'est confirmé, le virus est là et qu'on va le passer dans le deuxième compartiment, si je peux dire, et là, on va avoir une attention aussi bien préventive que curative sur certains effets provoqués par le virus. Et après ce stade, doit-on espérer que la personne va guérir? Eh bien, effectivement, après ce stade, il y a malheureusement 0,3, d'après les statistiques, 0,3% des personnes qui vont mourir, mais les autres vont guérir avec ou sans séquelles. Et ils vont sortir, ils vont avoir un certificat comme quoi ils ne sont plus, leur charge virale, la quantité de virus dans leur corps a nettement diminué et a disparu. Docteur Tchamala, vous êtes également engagé dans la lutte contre les hépatites. Est-ce qu'on peut essayer de établir un lien entre le Covid-19 et les hépatites? Oui, absolument. Le Covid-19 est un virus. Les hépatites B et C sont des virus. Okay? L'hépatite C est une hépatite à ARN. Le Covid, c'est un virus, plutôt l'hépatite C, c'est le virus ARN, alors que le B, c'est ADN, alors que le coronavirus, il a la structure ARN. Okay. Alors, vous voyez, il y a des similitudes, d'une part. Sauf que le tropisme est différent. Les hépatites B et C vont aller vers le foie, alors que l'hépatite, plutôt le coronavirus, va aller vers les poumons. Mais ils vont provoquer presque la même chose. La même chose que le monsieur ou la dame qui a le virus de l'hépatite C va provoquer une cirrhose. Donc, c'est une fibrose mélangée à des structures autres que la fibrose. Et bon, il va provoquer une cirrhose. Le monsieur ou la dame qui est atteint du virus de corona va provoquer ce qu'on appelle aussi une fibrose pulmonaire. C'est-à-dire que la structure ne sera plus élastique comme avant. Elle va s'enraidir et ne va plus permettre au niveau des poumons les échanges gazeux
au niveau du foie certaines réactions qui nous permettent de vivre. Donc il y a un parallélisme qu'on peut établir, et ce serait une faute de ne pas en même temps penser au virus de l'hépatite B et C, aux autres maladies virales, de concentrer toute son attention seulement sur le coronavirus, parce que c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Non, nous devons adapter chaque chose mais justement, à notre cette situation. concentration-là qui est aujourd'hui allée vers le coronavirus, est-ce que c'est ce que vous aimeriez aussi qu'il en soit pour les hépatites, afin de pouvoir vaincre les hépatites, comme c'est dans votre message, jusqu'au bout? Oui, jusqu'au bout, c'est ça. Jusqu'au bout et jusqu'au fond. Jusqu'au bout, c'est-à-dire que là, on nous a donné jusqu'en 2030. Hein, on va en parler de ce on d'ailleurs. Bien sûr. Le 2030, c'est l'OMS qui a constaté que les hépatites sont une pandémie. Tiens, bizarre, hein? Pandémie. Pandémie. Oui. Et que pendant que le sida, pendant que le paludisme et les autres maladies sont en train de baisser, le virus des hépatites, ou plutôt les hépatites B et C, prennent une courbe exponentielle. Vous n'avez jamais entendu d'exponentielle dans le cas du coronavirus. Dans le cas du coronavirus, vous voyez. Et donc, c'est ça. Donc, que l'attention qu'on est en train d'accorder au coronavirus soit aussi accordée aux hépatites, parce que sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Docteur, j'aimerais justement rester sur le coronavirus pour parler du vaccin. On a vu dans les médias, sur la toile, les réseaux sociaux étaient enflammés par rapport à deux mots, deux phrases. La RDC a été choisie, la RDC est candidat pour des essais, des vaccins. Quelle a été votre analyse en tant que clinicien? Mais moi, j'ai dit que voilà enfin une piste qui va nous aider, entre autres, à protéger les professionnels de santé qui sont au front. Vous savez que dans notre pays, ces gens que nous sommes, nous travaillons sans protection vis-à-vis des hépatites. Alors que partout dans le monde, on vaccine contre les hépatites pour éviter aux professionnels de santé de contracter la maladie. Et donc, quand le professeur a dit cette phrase-là, moi j'ai trouvé que c'était tout à fait normal ce qu'il a dit. Il a parlé comme un scientifique. Hein? On nous a choisis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui vous a choisi? C'est l'équipe des chercheurs, ceux qui travaillent sur le vaccin. Ils ont vu qu'en Chine, tout le monde a déjà été plus ou moins en contact avec les virus, et donc ils ont développé des anticorps. En Europe, la même chose. En Asie, ou plutôt en Amérique, la même chose. Où est-ce qu'on pouvait faire des essais à grande échelle si ce n'est là où les gens ne sont pas encore, ils n'ont pas encore développé les anticorps. Parce qu'en fait, c'est ça. Le principe du vaccin, c'est ça. On va simuler l'attaque de l'organisme par un virus atténué et l'organisme va réagir en fabriquant les anticorps. Et les anticorps, c'est l'arme que le bon Dieu nous a donnée pour pouvoir lutter contre toutes les maladies. Par exemple, si on prend dans votre sang, on dose les anticorps contre le parasite de la malaria, on va en trouver, et ainsi de suite. Et donc, faire le vaccin, dire ce qu'il a dit, moi, je n'ai vraiment pas compris, et j'ai vraiment regretté de la façon dont on a traité cet homme qui a livré sa vie au risque qui a défendu tous les Congolais au risque de sa vie. Donc c'est vraiment un mauvais procès que lui font des gens qui sont jaloux, excusez-moi de dire le terme, mais le professeur Muyembe, c'est un homme vraiment chez qui il faut aller essuyer ses chaussures, hein, comme Jésus-Christ a fait. Hein. Ah ça, je pense que les Congolais vont retenir cette phrase, c'est très important de le dire. Docteur Pascal Chamala, j'aimerais vous poser une autre question en rapport avec le port de masque. Le sujet est également à la une. Est-ce qu'il faudrait porter un masque ou pas? Je pense que ma lecture est la suivante. De toutes les mesures, laver les mains sont très bien, etc., etc. Mais la plus importante, je pense que c'est de porter le masque.
Pourquoi? Parce que le virus, théoriquement, quand il n'y a pas de vent, etc., tu éternues, il ne va pas aller plus loin que 1 mètre. Il va tomber. Mais imagine qu'il y a le vent. Il va être balayé plus haut. Même s'il tombe, il y a du vent dans notre pays. Il tombe sur le sol. Et on t'a dit qu'il peut rester 3-4 heures sur le sol. Et donc, le vent va le mener partout où tu es, sur tes bras, et même parfois, peut-être souvent, au niveau de ton nez. Et c'est là sa porte d'entrée. Si ta porte d'entrée est protégée, il ne va pas passer. Mais s'il n'est pas protégé, il va entrer. Et donc, ne dites pas, parce que vous ne le voyez pas, ne dites pas, bon, ah ouais, il y a corona, ce n'est pas vrai. Le corona peut venir de quelque part et se promener avec du vent. Et donc, moi j'ai dit, le port de masque est tout à fait conseillé. Alors, de quel masque s'agit-il? Alors, il y a un débat, il y a maintenant... quand je venais ici, madame, on disait que la boîte de masques qui coûtait 4 000 ou 5 000 francs congolais, coûte maintenant dans 50 $, etc. Ce n'est pas normal. Si ce sont les pharmacies qui les vendent, c'est vraiment de l'arnaque. Parce que j'ai vu à un certain moment maman Jeannette, proposer des masques en paille. L'honorable Jeannette proposer des masques en paille qui peuvent être une adaptation locale de ce que nous avons. Nous avons beaucoup de paille. Et c'est quoi le masque? Quand on met le masque, le virus qui a un certain diamètre peut ne pas passer à travers certains espaces. Mais quand vous regardez parce que en fait les fils, les pagnes, ce sont des fils qui s'entrecroisent, et donc l'espace où pourrait passer le virus, je ne pense pas qu'il pourrait passer à travers le pagne, ou ainsi de suite, qu'il faille faire. Docteur, on va finir cet entretien, mais j'aimerais quand même savoir quel est l'apport de la clinique Astrid. Je l'ai dit au début de cette émission que vous êtes également médecin directeur de la clinique Astrid. Est-ce qu'on peut savoir quel est l'apport de votre clinique, de la Fondation Astrid dans la sensibilisation contre le coronavirus? Dans cela, notre apport, c'est de participer à des émissions comme celle-ci, par exemple. Et nous avons mis tout un dispositif devant notre clinique par rapport au coronavirus. Nous n'avons pas fermé. Les gens qui viennent sont reçus et lorsqu'il y a suspicion, parce que nous sommes quand même renseignés sur ce qui se passe, et nous avons conseillé aux malades de pouvoir appeler, nous donnons le numéro des équipes et par 2 fois, les équipes chargées de la riposte ont déjà été contactées par nos soins pour venir tester des gens qui se sentaient un peu atteints. Et voilà ce que nous faisons. Nous participons à la riposte, tout en respectant les protocoles qui sont mis en place. On ne va pas commencer à inventer la foudre alors qu'elle est déjà là. Exactement. La foudre est déjà là. Les gens meurent. On compte des milliers de personnes qui décèdent pratiquement tous les jours à travers le monde. Docteur, quelles leçons faudrait-il retenir de cette pandémie? Moralement, je voudrais dire simplement que le virus est en train de nous dire: prenez le sens vrai. Vous avez toujours, avec ce que vous avez fait le sens inverse. Reprenez le sens vrai. Vous avez détruit des familles, vous avez chassé Dieu de partout, et maintenant, vous êtes en train de crier: mon Dieu, pourquoi vous nous avez abandonnés? Mais toutes les actions que nous avons faites, imaginez n'importe laquelle, et je pourrais vous dire que nous avons chassé Dieu, il est parti. Et voilà maintenant ce qui se passe. Maintenant, il dit: restez avec vous-même. Dans l'isolement, là. Restez avec vous-même. Connais-toi toi-même. Un philosophe a dit ça. Connais-toi toi-même. Tu connaîtras les secrets de Dieu et de l'univers. Alors, si toi, tu ne crois pas au coronavirus,
si tu aimes ta femme, si tu aimes ton enfant, respecte les mesures. Parce que tu vas lui transmettre la maladie alors que tu lui chantes chaque jour, je t'aime, je t'aime. C'est quoi ça, je t'aime? Un grand chanteur avait dit, l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Merci beaucoup, Dr Pascal Tchamala. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes médecin à la clinique Galliema, mais aussi à la clinique Astrid, et vous êtes spécialiste en médecine interne. Merci d'avoir répondu à nos questions par rapport à la situation du Covid-19 en République démocratique du Congo, et j'espère bien que moi, je n'ai pas chassé Dieu de ma vie et qu'il est encore là. Mesdames et messieurs, on ne le dira jamais assez, le respect strict des mesures d'hygiène est très important pour pouvoir prévenir cette maladie. Face au coronavirus, se protéger et protéger les autres en adoptant des gestes simples. Se laver fréquemment les mains avec du savon, surtout après des contacts avec des personnes ou différents objets. Désinfecter régulièrement les mains avec les gels hydroalcooliques. Tousser ou éternuer dans son coude. Utiliser un mouchoir à usage unique, ensuite le jeter à la poubelle. Éviter de se serrer la main et de s'embrasser. Respecter la distance d'au moins 1 mètre entre 2 personnes. Évitez les attroupements de plus de 20 personnes. Et si vous n'avez rien à faire dehors, restez chez vous. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve prochainement sur B1 Télévision.